Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Tissot. Thomas Tissot, qui est un des co-dirigeants de Tirefess. Exactement. Merci Yannick. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir de te recevoir. Je pense que ça va pas être l'épisode le plus facile. Non mais ça va très bien se passer. Ok, Tirefess, c'est une agence de social media basée à Rennes qui compte 40 collaborateurs maintenant et qui est plutôt spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire. Yes. Tu veux rajouter quelque chose de particulier ? Rien à dire, très bien présenté. Effectivement, une quarantaine de collaborateurs fin 2023, spécialisés social media agro, tout est dit. Après, je sais pas si c'est pertinent, mais en gros, on fait de la strat, de la création de contenu, community management, social ads, influence, pour les marques de l'agroalimentaire français. Voilà. Et vous avez le nom que je préfère. Eh ben, écoute, on en est très fiers. On l'assume avec beaucoup de fierté. Je ne peux pas m'attribuer le mérite de ce nom, puisque c'est Benjamin et Glenn qui l'ont trouvé il y a un peu plus de 3 ans de ça, quand on a créé la boîte. Mais ils ont eu un bon petit coup de génie sur ce coup-là, parce que c'est vrai que ça nous a plutôt bien réussi jusqu'ici. Thomas, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en hyper-croissance. Vous avez un rythme de croissance qui est extrêmement rapide et j'ai compris que tu voulais qu'on parle aujourd'hui trajectoire individuelle, trajectoire collective. Sujet pas facile. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, donc la boîte, pour resituer un peu, on était 3 il y a 3 ans et demi, on arrive à une quarantaine de personnes après 3 ans et demi, presque 4 ans d'exploitation. Donc croissance hyper rapide avec des très belles histoires humaines, puisque des gens qui sont là depuis quasiment le début de l'aventure, qui sont encore chez nous aujourd'hui, des gens qui sont très investis. Globalement, on a des équipes qui travaillent énormément pour justement permettre de soutenir cette croissance très rapide et des enjeux qui se posent autour du fait de savoir la structure évolue, les besoins de la structure évoluent, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a bien les bonnes personnes au bon endroit, comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos collaborateurs pour faire en sorte que malgré l'évolution de la structure, ils continuent eux aussi à évoluer et à s'y retrouver. Comment on fait pour que les évolutions qu'on va leur proposer soient aussi alignées par rapport à leurs attentes, puisqu'il y a cet enjeu-là aussi, il y a ce dont la structure a besoin, puis il y a les attentes des collaborateurs. Et comment on fait pour faire en sorte que tout ça se passe bien, aussi bien sur le plan individuel que collectif, puisque mine de rien, faire évoluer les gens au sein d'une structure, ça a une incidence pour la personne concernée, mais ça a aussi une incidence sur le collectif, sur l'ensemble des collaborateurs, ou au moins à l'échelle d'une équipe, quoi. Donc pas mal de questions autour de ces sujets-là. Vaste sujet, je sais que je te fais pas un cadeau avec celle-là, mais qui est quelque chose qui occupe beaucoup mes réflexions depuis quasiment 1 an maintenant, sur l'idée de se dire comment on fait pour évaluer les besoins de la structure, évaluer les attentes des collaborateurs et s'assurer qu'on arrive à matcher un peu les deux pour créer des trajectoires et individuelles et collectives qui soient cohérentes. Entendu. Oui. Donc, on a 5 épisodes à passer ensemble. Exactement. Pour traiter tout ça, c'est voilà. Ça, on a le Toute temps. la fin de la saison du Coup de Bigot, c'est avec moi. Désolé, j'espère que ça va bien se passer, mais en gros, vous allez passer les 5 prochains épisodes avec moi. Ok. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu une ou deux situations qui t'amènent à avoir ces natures de questionnement-là. Bien sûr. Tu vois, typiquement, comment est-ce que ça se voit que... Alors, j'imagine bien qu'effectivement, hyper-croissance... et puis, juste avant ça, pardon, j'ai quand même une question. L'effectif qui est le vôtre, c'est un effectif qui est plutôt très senior, plutôt très junior? Ouais, ça c'est, je pense, c'est un des fils qu'on va sans doute tirer ensemble, mais globalement aujourd'hui l'effectif est junior, Okay. avec une moyenne d'âge à 25,8 ans, très précisément.
J'ai regardé avant de venir. Pas parce que tu me l'avais demandé, mais parce qu'on m'a posé la question récemment. Donc, du coup, 26 ans de moyenne d'âge. Un effectif qui va être sur un 70-30, 70% de l'effectif en CDI, 30% de l'effectif en alternance. Notamment alternance plutôt sur les fonctions très opérationnelles, sur des chefs de projet social média junior. Je pense que ça vaut le coup de le préciser aussi. Et après, sur des cas de figure, exemple très concret qui est de se dire... le nombre de collaborateurs évolue, on a un enjeu à mettre en place un encadrement, une forme de management intermédiaire. Est-ce que les personnes qui étaient là au départ sont les bonnes personnes pour occuper ces postes-là aujourd'hui? Comment on fait pour les accompagner pour prendre ces fonctions-là, si tant est que ce soit quelque chose qu'elles aient envie de faire et sous réserve que ce soit les bonnes personnes pour le faire? Tu vois, par exemple, il y a aussi des enjeux sur des fonctions qui au départ étaient beaucoup... occupé par les associés, mais sauf que, associés co-dirigeants, sauf qu'à un moment, nous, on est appelé sur d'autres sujets, et comment est-ce qu'on fait pour combler le vide qui va être laissé par un des 3 co-dirigeants? Est-ce qu'on fait monter quelqu'un qui est déjà chez nous sur ces fonctions-là? Est-ce qu'on fait un recrutement en externe pour venir combler ce poste-là? Tu vois, c'est les cas de figure un peu auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, si j'en prends 2, si on se limite à 2, c'est besoin de structurer un management intermédiaire. Est-ce que les personnes qui sont présentes historiquement dans la structure sont les bonnes personnes pour occuper ces postes-là? Si c'est quelque chose qu'elles ont envie de faire, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Et puis après, les fonctions des dirigeants évoluent. Le vide qui est laissé, comment est-ce qu'on fait pour le combler? Est-ce qu'on prend quelqu'un qui est déjà dans la structure et on le fait bouger sur ce poste-là? Est-ce qu'on fait un recrutement en externe, etc., etc. Que des bonnes questions. Je te propose de tirer deux fils, 2 axes là, qui est un axe de structuration. Je sais qu'on a déjà évoqué par ailleurs ces sujets-là, mais de se poser la question de quelle hiérarchie coexiste à l'intérieur de l'organisation entre l'organigramme et la proximité avec les dirigeants et les cercles d'arrivée. Je vais essayer de schématiser le truc pour les uns et les autres. Et le deuxième axe, c'est l'axe des leviers de motivation des individus. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est les deux angles prioritaires pour une structure en hypercroissance comme la vôtre. Yes. Petit schéma sur à l'intérieur d'une organisation, il va coexister parfois plusieurs natures de hiérarchie. Qui peuvent être liées à plein de choses, mais dans les structures en hypercroissance et de taille intermédiaire, il coexiste surtout 2 types de hiérarchies qu'on peut représenter. Donc, si vous l'écoutez en audio, coupons la feuille entre guillemets en 2 et disons-nous qu'on va structurer 3 cercles concentriques, un petit, un moyen et un grand sur une partie de la page, et sur l'autre partie de la page, on va se faire un organigramme à 3 niveaux, quoi. Le niveau des dirigeants, les N-1, et puis les N-2, on va s'arrêter là, juste pour la simplicité du schéma. En gros, on va mettre dans le petit cercle concentrique et tout en haut de notre organigramme, on va mettre la même personne qu'est le dirigeant. Dans une organisation classique, on va se dire que j'ai juste un organigramme. La réalité, c'est que dans des structures en hypercroissance comme la vôtre, il y a des gens, Monsieur ou Madame X, qu'on va mettre en vert, qui sont dans le premier cercle concentrique. C'est ceux qui étaient là au début, ceux auxquels on doit pour le coup quand même beaucoup, parce que quand il a fallu faire des efforts, faire des nocturnes, parce qu'on était peu, qu'il a fallu gérer à la fois des projets clients et en même temps s'occuper des commandes de fourniture, globalement ils étaient là, ils étaient polyvalents et du coup on leur doit entre guillemets quelque chose. Souvent, le réflexe qu'ont les entreprises en hypercroissance, c'est souvent de mettre dans l'organigramme au plus haut niveau hiérarchique. Dès que je rajoute un niveau hiérarchique, pour le coup, c'est ces gens-là qui prennent finalement le poste. Et on peut se poser la question de savoir s'ils ont effectivement la bonne compétence ou pas. Et quand, dans le deuxième cercle, arrivent des Y dans une deuxième phase de recrutement, ce que vous êtes en train de vivre maintenant et que vous vivez depuis quelques mois, on a tendance effectivement à les mettre un cran en dessous. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça induit? Ça induit 2 choses. La première, c'est que dans les personnes qui sont des X, là, sont pas forcément des gens qui sont compétents, pour tenir ces niveaux de poste-là. Quelqu'un qui était fort sur du marketing a pas forcément vocation à devenir le directeur marketing de la structure, sauf qu'à la taille qui est la vôtre, et la taille qui sera la vôtre dans les mois qui viennent, forcément cette question va se poser.
les premiers à faire du marketing ne sont pas forcément les futurs directeurs marketing. Or, dans les boîtes en hypercroissance, parce qu'on leur doit quelque chose, on a tendance à faire ça. Donc, il faut bien se poser effectivement cette question-là de qui on met à quel endroit et d'être assez clair très vite. Le deuxième effet induit, c'est que du coup, on recrute uniquement par le bas et pas par le haut, et on a tendance finalement à venir rajouter des couches par en dessous, donc de gens les plus juniors possibles, à un moment où finalement, on se dit que dans notre équilibre économique, c'est rationnel, mais dans la capacité du dirigeant à prendre de la hauteur et aller faire autre chose, ça peut quand même poser un problème. Okay. L'autre version de l'exercice, donc du coup là, on a du dirigeant sur le premier niveau d'organigramme, du X dans les N-1 et du Y dans les N-2. Certaines structures vont faire l'inverse. Vont finalement dire, très bien, je retourne les choses et je dis, je vais aller recruter des gens très seniors, donc du Y qui vient de mon deuxième cercle concentrique, et je vais le mettre finalement à superviser mes collaborateurs qui sont des X que je laisse en bas, entre guillemets, de la pyramide, parce qu'ils sont au bon niveau de compétence qui correspond pour eux, et du coup, je les fais encadrer par quelqu'un qui est plus senior. Le risque qu'on a dans ces moments-là, c'est que finalement, on crée une organisation où le dirigeant est directement connecté avec des gens qui sont de niveau inférieur N-2, et le réflexe de ces gens-là, ça va être assez vite de traiter des choses avec les dirigeants directement. Donc, en gros, dans tous les cas de figure, tu vas te retrouver dans une situation qui peut générer des problématiques, qui a des avantages, tu crées de la valeur, et de l'autre côté, tu dégrades de la valeur parce que tu crées des problématiques. Bon, faut entre guillemets faire ton choix. Dans la situation que vous êtes en train de décrire, forcément, moi, j'aurais tendance à interroger le fait de plus vous recrutez des gens juniors, par le bas finalement, moins vous donnez la capacité aux dirigeants de faire autre chose parce qu'ils sont encadrés par des N-1 qui sont déjà très compétents, qui ont déjà vu les choses. Donc la vertu, c'est que vous faites des parcours de promotion interne qui sont super, et c'est génial. Par contre, il y a un truc qui est le fruit de l'expérience qu'on peut pas trouver ailleurs que chez des gens qui ont déjà vécu finalement cette expérience. Donc il y a un truc autour de ça, de se dire, j'ai une coexistence de deux hiérarchies, mon organigramme classique et mes cercles concentriques de proximité avec les dirigeants. Il faut se mettre les idées au clair sur le sujet. Ouais, carrément. Très clair. Et effectivement, je me reconnais assez bien dans ce que tu décris. Et c'est vrai que c'est un enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, ce truc de dire comment on apporte de la seniorité dans un effectif qui, globalement, est quand même très jeune, ultra investi. Globalement, aucun problème sur le niveau de compétence sur les fonctions très opérationnelles. Mais effectivement, sur les enjeux de structuration, je pense qu'on gagnerait à avoir des gens qui ont vu autre chose, ont été confrontés aux problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, mais surtout qui seront les nôtres demain, pour pouvoir venir apporter une expertise complémentaire à celle qu'on a aujourd'hui. Et je te confirme que c'est pas forcément toujours évident de gérer cette question de qui là pour le coup est presque plus, enfin qui est très, alors de base le management c'est très humain, mais ce truc de cette logique de je dois quelque chose aux collaborateurs qui sont là depuis le début parce qu'en fait ils ont tiré le bateau quasiment autant que nous et ils ont apporté énormément à la structure et ils sont ultra investis et ils n'ont pas compté leurs efforts, qui fait que le premier réflexe un peu émotionnel c'est de se dire on a besoin de quelqu'un à ce poste-là, on va prendre cette personne-là et puis on trouvera un moyen de l'accompagner pour qu'elle monte en compétence sur ces sujets-là. Après, ça questionne aussi, des fois, le fait de savoir si cette personne-là en a envie. Et je pense que ça peut être... tout à l'heure, t'évoquais la question des leviers de motivation, qui sont pas toujours évidents à adresser, tu vois, de se dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un va continuer à être investi dans son job au quotidien. Est-ce que le faire monter sur un poste avec plus de responsabilités, avec de l'encadrement, c'est la bonne réponse, c'est la bonne solution ? Pas toujours évident à sonder parce que sur le papier globalement quand tu dis à quelqu'un on envisage de te faire passer à ce poste-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, la personne va avoir envie de répondre oui parce que valorisant pour elle, parce que potentiellement un bon challenge, mais est-ce qu'elle a envie de ce que ça implique, ce changement de poste? Pas forcément toujours le cas. Et puis après se poser la question de savoir si elle a les compétences pour, tu vois, est-ce qu'elle est capable de globalement bien accompagner. La réponse est globalement oui, mais à quelle échéance? Est-ce que par rapport aux enjeux de la structure à court terme, ça va le faire? Tu vois, il y a pas mal de questions qui se posent aussi autour de ça. Alors, plus que la question de la compétence entre guillemets technique, se poserait la question de la seniorité, parce que compétence technique, c'est je fais le job, seniorité, c'est derrière comment est-ce que je permets au dirigeant d'être focalisé lui uniquement sur la stratégie et la croissance, et de pas être embarqué dans de l'opérationnel. Quand on regardait les deux schémas qu'on avait tout à l'heure, avec les X finalement, mon premier cercle concentrique qui prend le premier niveau hiérarchique, souvent
on a quand même un réflexe du dirigeant qui est de rester très impliqué dans l'opérationnel parce qu'il a fondé sa légitimité autour de ça, il a créé sa boîte autour de ça, et du coup, c'est entre guillemets le premier expert du sujet. On a déjà cette conversation avec pas mal de dirigeants par ailleurs. Donc, la question de la seniorité, c'est aussi, je vais chercher des gens qui ont déjà vécu des expériences à compétences entre guillemets techniques équivalentes. Ils ont déjà eu des échecs, ils ont déjà rencontré des difficultés. Du coup, c'est une espèce à la fois d'accélérateur pour l'entreprise, et c'est pas la seule réponse, et c'est un élément de réassurance et de sécurisation pour le dirigeant. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça crée clairement, ça coûte plus cher. Donc souvent, ça veut dire que ton équilibre économique après charge à entre guillemets cette ressource-là de démontrer qu'elle génère sa valeur ajoutée et qu'elle génère effectivement de la valeur à côté. Donc je pense que clairement dans ton sujet d'hypercroissance, il y a de se dire ok, comment est-ce qu'on veut structurer cette croissance-là, comment est-ce qu'on met les uns ou les autres. Après, quand tu parles de motivation individuelle, bon, je reprends pour ceux qui nous écoutent, finalement un modèle qui est assez simple et que j'utilise très souvent, qui est le modèle du CARES. En gros, on redit un collaborateur est un équilibriste qui fait l'équilibre entre contribution et rétribution. C'est un modèle développé par Pierre Morin, mis en lumière par Olivier Lagré. Et en gros, ça dit que la rétribution, on arrive à la mesurer par l'acronyme CARES, qui dit le C pour contenu. Pardon, je reviens tout de suite. Voilà. Contenu de mon travail. Le contenu de mon job est important. Le A de autonomie. Le R de responsabilité, le E de équipe, au sens la marque pour laquelle je bosse, l'équipe, les gens avec lesquels je travaille et mon manager, et le S de salaire. Et globalement, il faut arriver à se dire quels sont les éléments qui sont les éléments saillants de motivation. Je dis bien de motivation, quand on parle d'autonomie et de responsabilité, c'est pas est-ce que Martine est autonome ou est-ce que Jean-Jacques est responsable, c'est est-ce que Martine a besoin d'autonomie pour être motivé, est-ce que Jean-Jacques a besoin d'être responsable de ses projets pour pouvoir être motivé au quotidien. Faut arriver effectivement à poser ça. Forcément, ça passe par un échange avec le collaborateur pour effectivement comprendre mais quels sont les leviers de motivation qui sont les siens. Et là, par rapport au cas que tu décris, de dire finalement, les collaborateurs, premier cercle concentrique qui étaient là dès le départ, de quoi ont-ils finalement véritablement besoin pour être motivés et quels sont effectivement leurs leviers de motivation. Il faut arriver à décrypter. Souvent, on se pose des questions de rémunération, par exemple. Ça peut être un élément qui est souvent critique. Qui est souvent aussi, alors, à plusieurs égards. Un, je pense parce que la rémunération, c'est le levier le plus évident, entre guillemets, sur la dimension rétribution. Quand les gens disent la façon dont je suis rétribué pour le travail que je fournis, spontanément, on peut assez vite penser à la question du salaire. Particulièrement vrai dans des entreprises en croissance comme la nôtre, où cette notion de viabilité contrainte économique fait que historiquement tu démarres avec des salaires qui sont pas forcément les plus attrayants sur le marché, chose qu'on essaye nous de corriger activement là depuis plus d'1 an pour essayer d'arriver à des niveaux de rémunération qui nous paraissent justes, mais où potentiellement dans des boîtes comme la nôtre par exemple tu peux te retrouver avec un déficit que tu dois rattraper qui fait que les gens se focalisent aussi beaucoup là-dessus au départ, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de poser la question et d'avoir ce modèle-là pour se dire mais en vrai est-ce que c'est vraiment qu'une question de salaire, parce que ça peut être qu'une question de salaire, mais ça peut aussi être une question de salaire et d'autres choses. Et cette autre chose, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton job au quotidien? Et qu'est-ce que nous, on peut proposer aussi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour essayer de... En fait, c'est très intéressant de voir que, par exemple, derrière le contenu du travail, certains vont dire ok, c'est les tâches qui sont les miennes. Une partie des gens vont y mettre la diversité des activités qui sont les leurs. De dire moi, ce que j'aime dans mon job aujourd'hui, c'est pas tant le contenu de chacune des activités, c'est la diversité de la nature d'activités que je peux avoir à gérer dans une seule semaine ou dans un seul mois. Ce qui est particulièrement vrai dans des boîtes comme la nôtre. J'imagine. Potentiellement. Et l'autre dimension de contenu, ça peut être moi j'ai besoin d'apprendre sans cesse. Donc quand on tire ce fil-là de dire mais la question n'est pas tant où est-ce que tu mets ton curseur, parce que face à une même personne pourrait, en fonction du jour, entre guillemets, mettre son curseur soit effectivement là tout au bout à l'extrême droite ou à un 75% à la limite, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est dans le dialogue managérial de dire ok, mais quand tu me dis que le contenu de ton travail c'est important pour toi, de quoi on est en train de parler? C'est la diversité, la nature des clients, la courbe de progression, le fait que tu apprennes sans cesse, c'est ça qu'il faut effectivement réussir à aller creuser. Idem sur autonomie, une partie des collaborateurs vont dire moi je veux de l'autonomie. Très bien.
De quelle autonomie as-tu besoin pour être motivé? Est-ce que c'est j'ai besoin de l'autonomie sur mes horaires de travail, l'heure à laquelle j'arrive, mes jours de télétravail, etc. Et dans beaucoup de cas, c'est souvent ça la réalité qu'il y a derrière. Je veux de l'autonomie, il faut arriver à décoder qu'est-ce que ça veut dire en langage collaborateur. Et c'est pas la même chose pour Martine et pour Jean-Jacques, qui globalement n'ont pas exactement les mêmes besoins. Versus quelqu'un qui te dirait je veux être en mesure de gérer un dossier de A à Z tout Exactement. seul. Exactement. Qui est pas loin pour le coup là de la responsabilité, parce que autonomie, ça serait je suis libre de faire un certain nombre de choix. Effectivement, responsabilité, c'est dire je veux pouvoir assumer les problèmes parce que moi je vis finalement à partir du moment où je peux endosser les responsabilités, où le client il va venir me voir quand il doit râler, effectivement c'est moi qui va venir voir directement parce qu'effectivement j'ai mon sentiment d'avoir des responsabilités et ça me motive de savoir que c'est moi qui ai effectivement les leviers entre les mains. Et quand on parle de salaire, par exemple, il faut quand même se souvenir de ce que disait Herzberg sur un modèle des leviers de motivation. Quand on regarde la rémunération, elle est autant connectée, c'est un levier qui est autant connecté à l'insatisfaction qu'à la satisfaction. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un levier de satisfaction à court terme et c'est un levier d'insatisfaction à long terme. Il faut décrypter le truc en disant, quand je touche un bonus, par exemple, ou qu'on m'annonce une augmentation, je vais être content au moment où on va me l'annoncer, au moment où ça arrive sur le compte. Voilà, ça arrive sur mon bulletin de salaire et au moment où je le dépense ou au moment où je l'épargne, quoi. En gros, voilà. Est-ce que 6 mois après, ça va jouer sur mes leviers de motivation et me faire me lever le matin? C'est peu probable. Par contre, si j'ai le sentiment d'être mal rémunéré par rapport au reste de l'équipe, par rapport à un marché, là, ça commence à devenir problématique. Tous les jours, quoi. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet de, OK, quels sont véritablement les leviers de motivation qui sont les tiens. Et la plupart du temps, c'est très amusant, quand j'anime des formations où on utilise ce modèle-là, entre le jour 1 où j'explique le modèle et le jour 2 où les collaborateurs, les participants à la formation reviennent après avoir été faire ce schéma avec leurs équipes, en partant fin de jour 1, ils disent « Ah, mais ils vont tous se mettre à fond, en plus on n'est pas loin des entretiens de rémunération », et quand ils reviennent, ils disent « En fait, ils sont mis au milieu ». Ils me disent, en gros, mon niveau de rémunération suffit finalement à ma vie et ça me va et c'est pas un truc qui me fait me lever le matin. Par contre, si je découvre que je suis moins bien payé que les autres pour le même job, là, ça va pas bien se passer. Donc, faut arriver à décrypter avec tes collaborateurs, de dire, OK, mais qu'est-ce que tu viens chercher chez Tirefess? De quoi est-ce que tu as besoin, une fois que tu as posé effectivement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de dire de quoi tu as besoin et quels sont tes leviers de motivation à toi véritablement. Et là, l'exercice qui est délicat, c'est effectivement de réussir à faire se répondre l'ensemble et de construire une trajectoire finalement individuelle avec chacun d'entre eux. Ouais. Très clair. Très, très clair. Hyper intéressant. Ce que j'aime bien là-dedans, dans ce modèle-là, c'est que tu as une approche... je trouve assez global et exhaustif de la motivation du collaborateur. C'est-à-dire que et c'est là où il faut faire attention parce que c'est effectivement beaucoup de nuances. Tu vois, tu disais derrière le mot autonomie, les collaborateurs, même les collaborateurs entre eux, vont pas forcément mettre la même chose. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'être en mesure de poser la question, sensibiliser les collaborateurs sur cette grille de lecture qui me paraît être à la fois simple et exhaustive, mais aussi de bien s'assurer qu'on met la même chose derrière chacun des termes. Et ça, je pense que c'est un peu l'écueil qu'on pourrait avoir tendance dans lequel on pourrait avoir tendance à tomber, c'est de se dire, inconsciemment, entre guillemets, de toute façon, on a forcément la même définition du mot autonomie. Quand on se dit quand on parle autonomie, on sait qu'on se parle de la même chose. Bah non, en fait, faire gaffe à pas aller un peu trop vite en besogne et pas projeter sur l'autre la définition qu'on a de chacun de ces concepts-là, mais bien prendre le temps de se mettre d'accord sur, ok, qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces mots, et comme ça, quand on va se parler de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi, au moins je suis en mesure de vraiment comprendre ce qui est important pour toi. Sachant que petit niveau de complexité complémentaire, c'est forcément Pierre Morin, il est plus riche que ce qu'on est en train d'en raconter en quelques minutes là ensemble, et forcément il va nous dire que cet équilibre il est perçu. Faut pas imaginer qu'effectivement ce truc-là soit objectivable, d'où le fait qu'il n'y ait pas forcément, tu vois, un truc de 1 à 10, etc. pour essayer d'objectiver quelque chose. Il est perçu par chaque personne. Il est individuel, donc il va différer d'une personne à l'autre et il bouge dans le temps. C'est-à-dire que, clairement, ce truc-là va bouger. Donc, t'es pas à l'abri qu'un collaborateur qui te dise « le salaire est important pour moi aujourd'hui », te dise demain qu'il l'est plus, ou quelqu'un qui te disait que, par exemple, la responsabilité était pas important pour lui, devienne quelque chose qui est important pour lui. Sinon, ce serait trop facile. Et sinon, ça serait pas rigolo. Ouais, exactement. Donc, et le lien entre les deux va assez vite jouer, par exemple, entre les deux modèles, là, la partie, le caresse finalement individuel et ce qu'on a vu juste avant avec
avec les cercles concentriques, peut jouer dans certaines entreprises en croissance très rapide sur, finalement, je dois quelque chose à mon cercle 1, et à un moment, je me pose la question de comment est-ce que je vais les rémunérer, est-ce que finalement, je leur donne des salaires qui sont des salaires importants, est-ce que je les associe au capital, quelle place, effectivement, je leur donne dans le dispositif. C'est une question qui, pour les structures de la taille de la vôtre, sont des questions importantes à trancher assez tôt pour avoir une vraie... un discours assez clair sur le sujet. Ouais, carrément. Et puis, en plus, tu vois qu'en fonction de l'écosystème dans lequel tu évolues, les pratiques changent un peu aussi. Tu vois, sur des boîtes plus traditionnelles comme les nôtres, boîtes de services, etc., le fait de distribuer du capital, c'est pas forcément quelque chose qui est habituel, on va dire. Mais là où, par exemple, dans l'écosystème startup, par contre, les mecs, alors après, il faut voir les modalités, etc., mais des 0,001% du capital, ils en distribuent assez facilement, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'en fonction de la typologie d'entreprise, ces leviers-là sont plus ou moins habituels, plus ou moins prononcés, plus ou moins utilisés. Donc, et de l'entreprise et de l'individu. Et de l'individu. Ouais. L'autre jour, j'étais avec un dirigeant au téléphone qui se posait effectivement la question d'un collaborateur qui n'a pas été associé. Quand ils ont effectivement racheté la structure, le collaborateur n'a pas fait partie du trio qui a racheté finalement la structure. Il en a gardé une forme de blessure ou de grief, etc. Et beaucoup des sujets de rémunération sont tirés autour de ça. Et le dirigeant s'est dit, je lui dois entre guillemets quelque chose. Et du coup, j'ai lui proposé des parts dans une SCI qui détient les bâtiments, machin, etc. Enfin bref, des modalités, de rémunération à côté, dont finalement le collaborateur n'a pas voulu, même s'il avait l'air d'exprimer que son niveau d'attente sur le salaire était très élevé. En réalité, il n'en a pas voulu parce derrière, ce qui comptait pour lui, c'était la notion de valorisation finalement qui était et qui ne pouvait pas être économique, et qu'il aurait préféré finalement être associé sans argent que de toucher de l'argent sans être associé. Donc c'est là où la logique, le lien entre structure, culture de l'entreprise et la logique des leviers individuels doit être assez vite clarifié pour le coup. Ouais, carrément. Ok, très clair. Est-ce que cette discussion t'aide, Thomas ? Beaucoup. Super. Bon, après, j'ai toujours cette frustration. J'aime bien les solutions définitives, tu vois. J'aime bien les trucs un peu binaires. Donc bon, faut que je fasse le deuil de ça. Aujourd'hui, en management, c'est compliqué, mais c'est hyper intéressant d'avoir les bonnes grilles de lecture déjà, les bonnes portes d'entrée. Parce que, et je pense que c'est ce que j'en retire le plus de tout ça, c'est vraiment la capacité, enfin ce genre de modèle, ça me donne personnellement la capacité à un peu mieux déchiffrer ce qui est en train de se jouer, ou au moins ça me donne une grille de lecture que je peux utiliser pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Après, très important, et ça c'est un rappel, je pense qu'il va falloir que je me fasse régulièrement, en tout cas à titre personnel, c'est de me dire ne jamais hésiter à poser les sujets sur la table, pour pas rester dans une analyse qui serait peut-être incomplète, biaisée, superficielle de la situation sur la base de ces modèles-là. Ces modèles-là sont des très bonnes grilles de lecture, des très bonnes portes d'entrée. Pour autant, ça ne remplacera jamais le dialogue avec le collaborateur et le fait d'aller au bout du truc, quoi. Quelle magnifique conclusion. Écoute, en Merci tout cas, beaucoup. C'est la conclusion que j'en retire. Merci à toi, Yannick. Merci infiniment. Super. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.